Bonjour, bienvenue au Forum Santé et au webinaire Bien-être en situation de pré-départ, webinaire organisé par Réseau Santé Colombie-Britannique et le Cercle des Canadiens de Prince-Georges en partenariat avec le Relais francophone. Nous avons aujourd'hui comme présentateur, en premier, nous avons Daniel Demoissac, professeur titulaire à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Daniel mène un programme de recherche portant sur l'accès aux soins de santé dans les communautés de langue officielles à travers le Canada. Elle a eu le privilège de mener des études auprès des personnes immigrantes, des aînés, des jeunes et des familles francophones, particulièrement au Manitoba. Nous avons aussi comme présentatrice Hélène Archambault, professeure agréée à l'Université de Boniface, Manitoba, depuis 2007 à la Faculté d'éducation à la concentration Counseling. Ses intérêts de recherche portent sur la santé communautaire et la santé mentale des immigrants et des jeunes enfants, les réalités autochtones, l'intégration pédagogique des nouvelles technologies et la réalité augmentée en sciences infirmières. Nous avons aussi Jean-Bruno Condi du Relais francophone qui est aussi parmi nous pour la présentation. Je vais vous laisser la parole. Oui, merci. Avant de commencer, on va reconnaître que nous avons la chance de pouvoir nous rassembler et travailler sur les territoires traditionnels non cédés des peuples autochtones. Le Relais francophone est un organisme d'établissement en Colombie-Britannique qui donne des services qui sont financés par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial. Pour le gouvernement fédéral, il finance les programmes pré-départ ou avant arrivée que nous donnons, que nous offrons en partenariat avec les connexions francophones. Et les services d'établissement local aussi qui sont financés par le gouvernement fédéral. Le gouvernement provincial finance les services aux citoyens naturalisés, aux résidents temporaires, qui sont donc les gens qui sont en permis de travail ou en permis d'études. Alors, nous offrons donc tous ces services à ces personnes, soit pour les accueillir dès leur arrivée, ou bien à trouver du logement, à faire des démarches administratives et à les connecter avec la communauté francophone. Et tout ça là, ça se fait gratuitement. Merci. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Hélène et moi, nous sommes, comme l'a dit Laurence, nous venons du Manitoba, mais nous avons un intérêt particulier en recherche portant sur la population immigrante. Et donc, nous allons partager avec vous quelques-unes de nos trouvailles, si vous voulez bien, et quelques peut-être suggestions ou des éléments qui nous ont paru importants à partager avec vous ce soir. Donc, pour commencer, le Canada, comme vous le savez, est un des chefs de file en ce qui concerne l'immigration. Alors, il y a quand même, en 2019, il y avait plus de 340 000 personnes immigrantes qui représentent à peu près 20 de la population canadienne. Et le Canada reconnaît la grande contribution de ces personnes immigrantes, non seulement dans la vitalité de nos collectivités, mais aussi dans la diversité, et particulièrement dans les communautés francophones en situation minoritaire, dont il y a plusieurs communautés quand même en Colombie-Britannique, mais à travers le pays. Alors, le sujet qui nous intéresse plutôt ce soir, c'est le pré-départ. Et donc, je me suis dit peut-être mieux vaut bien expliquer ce qu'on entend par le pré-départ pour être tout le monde sur la même longueur d'onde. Donc, le pré-départ, ça concerne les personnes qui ont déjà finalisé le processus d'immigration et sont désignées résidentes permanentes. Ils ne sont pas nécessairement arrivés au pays encore, au Canada encore, mais dans le pré-départ, oups, me voilà encore qui avance avant que je veuille. Attends une minute. OK, j'ai retrouvé mon bouton. Ça concerne les établissements, les services d'établissement. Puis ça peut comprendre des sessions d'information ou de l'orientation, de l'aide à chercher un emploi, un logement, des mises en relation avec les ressources locales dans la ville où on entend s'installer, et tous les services de connexion communautaire. Et il y en a quand même plusieurs dans chacune des provinces canadiennes.
Alors, pourquoi est-ce que la question nous intéresse? Vous allez nous demander, bien, c'est qu'on reconnaît particulièrement dans la communauté francophone en situation minoritaire, on reconnaît les enjeux liés à la culture et à la langue. On sait que, si on regarde seulement à la langue, on sait que de vouloir fonctionner dans une des langues officielles, le français, dans une province qui est majoritairement anglophone, ça peut causer des défis importants. Et des défis importants à partir du pré-départ même. C'est juste d'être capable d'être en mesure de se trouver un logement, d'ouvrir un compte de banque, etc. La langue joue tellement un grand rôle qu'il faut le considérer, il faut reconnaître à quel point que ça peut être un enjeu important dans une bonne intégration de la personne immigrante. C'est la même chose pour la culture. On a tellement de cultures différentes au Canada. Puis pour chacune des cultures, il y a des comment je peux dire, des composants de cette culture-là qui font en sorte qu'on peut être plus facilement ou plus difficilement accepté et s'intégrer dans une communauté. Donc, pour nous, comme chercheurs, ça a été important d'essayer de mieux saisir quels sont ces enjeux culturels et linguistiques pour les francophones qui viennent de pays, surtout de pays francophones africains, quand ils viennent s'intégrer dans une communauté minoritaire. Donc, cet intérêt-là s'est traduit dans une étude que nous avons effectuée dans 3 provinces canadiennes, donc à Ottawa, qui est dans l'Ontario, à Winnipeg, qui est au Manitoba ici, et à Saskatoon, qui est en Saskatchewan. C'est une étude qui a été effectuée, je vais dire, autour de 2014-2015, où vraiment notre but était d'explorer et de comparer les défis que vivent les personnes immigrantes francophones, ainsi que les répercussions sur la santé mentale et leur intégration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mené des entrevues auprès d'une 60aine de personnes immigrantes, pardon, pour mieux connaître leur expérience, mieux dégager quels étaient les défis, quelles étaient les répercussions de ces défis-là sur leur intégration et sur leur bien-être. Donc, juste pour vous donner une idée, comme j'ai dit, on avait une 60aine de personnes immigrantes, soit économiques ou d'affaires ou réfugiés, donc à peu près 20 personnes par ville. Et nos critères de sélection, c'était que ces gens-là devaient être d'âge adulte, donc 18 ans ou plus. Ils devaient être migrantes ou migrants de première génération. Ils devaient évidemment être francophones et avoir vécu dans l'une de ces 3 villes-là depuis au moins 2 ans. La majorité de nos participants, comme je disais, venaient de l'Afrique du Nord ou de l'Ouest. C'est ça. Et puis, comme ils habitaient déjà dans ces villes-là depuis au moins 2 ans, généralement, ces personnes-là avaient déjà un emploi, étaient mariées, avaient quand même une certaine stabilité. Mais grâce à l'entrevue, on a pu apprendre un peu de leur expérience d'arriver dans le pays et quels sont les facteurs qui ont été plus difficiles à gérer, disons. Alors, on a mis tous nos résultats sur une diapo. J'espère que ça ne va pas vous faire peur. On va passer à travers très rapidement, juste pour que vous puissiez prendre connaissance de ce que les gens sont partagés. Alors, commençons d'abord avec les défis. Alors, les défis qui sont ici en haut à gauche. Donc, on énumère les défis qui ont été partagés par nos participants. On voit que la première des choses, c'est la barrière linguistique. Ce n'est pas une grosse surprise. On s'attend de venir au Canada. Ce que les gens nous ont dit, le Canada est perçu comme un pays bilingue. Et là, on tombe à Winnipeg, au Manitoba, qui est une province majoritairement anglophone, comme la Colombie-Britannique. Et si on ne s'installe pas nécessairement dans le quartier de la ville où il y a beaucoup de francophones, où il y a une école francophone, on peut facilement se faire dépasser par la barrière linguistique parce que tout le monde communique en anglais et nous, on n'a pas nécessairement l'aise de communiquer en anglais. Donc, la barrière linguistique, elle sous-tend tous les autres défis parce que si on n'est pas en mesure de se trouver un emploi dans la langue officielle de notre choix, qui est soit le français ou l'anglais,
rapidement, les choses dégringolent en fait de précarité financière, d'intégration dans la société, trouver un logement même. Alors, c'est un enjeu très, très important que les immigrants de langue anglophone sont peut-être moins assujettis à cette barrière-là. Alors, comme je disais, ça va avoir un effet sur l'emploi, de trouver un emploi et donc éventuellement de trouver un logement, d'avoir une certaine sécurité financière. Les participants nous ont aussi parlé du sentiment de dépaysement, d'être perdus dans cette nouvelle ville. Le climat et le transport ne sont pas toujours faciles, particulièrement dans le centre du pays. Il y a beaucoup de neige, il fait froid l'hiver, le transport en commun, les autobus ne sont pas nécessairement aussi pratiques qu'on voudrait que ce soit. Donc, ce sont des enjeux importants à devoir surmonter. Avec tout ça, il y a l'isolement, l'intégration sociale ne se fait pas toujours aussi facilement qu'on le souhaiterait. Et certaines personnes ont même vécu des épisodes de discrimination, particulièrement dans le milieu du travail. Donc, c'est toutes des choses qui vous arrivent quand on s'intègre dans une nouvelle communauté. Et ça peut avoir des effets, des répercussions à plusieurs niveaux. Donc, les répercussions ici à droite, commençons avec la santé mentale parce que c'était l'objet de notre étude. Évidemment, ces défis-là, ça ne peut pas faire autrement que de venir jouer sur nos émotions, notre sentiment de bien-être émotionnel, même sur notre personnalité. On a l'impression d'être toujours de mauvaise humeur, de ne pas être soi-même, d'avoir des effets sur la cognition. On oublie, on a de la difficulté de se concentrer. On sent qu'on n'est pas tout à fait nous-mêmes. On a de la difficulté à s'adapter aussi à notre nouvel environnement. C'est pas facile. C'est décourageant même, je dirais. Plusieurs personnes se sont même dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venue? Est-ce que je devrais retourner au pays? » C'est vraiment dur sur la santé mentale. Ça a aussi un effet sur les relations interpersonnelles, particulièrement les relations entre les membres de la famille, donc les enfants et les parents, la famille ici, la famille au pays. Ça devient plus difficile. Heureusement qu'on a le Zoom et le téléphone et tout ça, mais quand même, ça vient jouer là-dessus. Surtout si on a des enfants qui sont en milieu scolaire, on ne connaît pas le milieu scolaire de cette nouvelle réalité. Il y a beaucoup d'adaptations à faire. Et plusieurs personnes nous ont également parlé d'un impact sur leur santé physique. Donc, des maux de dos, des maux de tête, des palpitations, changements au niveau de la diète, la prise de poids, perte de poids, manque de sommeil. Ça vient jouer sur, vraiment globalement, sur toute la personne quand on vit une transition importante comme celle-là. Mais les participants ont été quand même, ils ont été, comment je pourrais dire, ils ont facilement fait part de certains facteurs modérateurs. Il y a des choses qui font en sorte que les répercussions sont moins grandes quand on a certains facteurs de protection. Évidemment, il y a des facteurs aggravants aussi, mais ceux-là, pour ce soir, je les laisse de côté parce que nous, on s'intéresse plutôt aux facteurs de protection. Alors, le soutien social, d'avoir des membres de la famille qui sont déjà installés dans ces villes-là, des amis que vous connaissez, un petit réseau de personnes qui peut-être viennent du même pays que vous, ça aide énormément. Donc, d'avoir un soutien social communautaire. Ensuite de ça, la résilience, une résilience personnelle ou bien avoir grandi dans une culture de résilience et de l'avoir apporté avec vous, souvent associé à la foi, quand on a une vie de prière et une vie communautaire religieuse, ça peut beaucoup aider à surmonter ces défis-là, à ne pas se sentir tout seul, à avoir à affronter tous ces facteurs-là qui viennent s'empiler les unes sur les autres. Ensuite de ça, il y a la préparation pré-migratoire. Et ça revient rejoindre le sujet du webinaire ce soir. Donc, où est-ce que la préparation avant de venir dans un nouveau pays peut beaucoup aider à l'intégration une fois qu'on est rendu. Si on a déjà vécu une expérience migratoire antérieure, ça peut aussi bien nous informer, nous donner une idée de ce qui nous attend quand on arrive dans un autre pays.
Et évidemment, le temps semble faire en sorte que on finit par s'habituer ou à mieux comprendre la situation ou la réalité qui nous entoure. Et donc, avec le temps, les répercussions sont de moins en moins grandes. Alors, on est ressorti avec quatre grandes recommandations dans cette étude-là, donc qui concernent surtout les communautés et les organismes d'accueil qui doivent se soucier du bien-être de la personne immigrante, pas juste de sa recherche d'emploi et de sa stabilité financière, mais vraiment du bien-être global de la personne qu'on accueille et de faciliter autant que possible la recherche d'un emploi et la stabilité financière, mais dans toutes les sphères de vie de la personne. Il n'y a pas juste l'aspect financier qui est important, il faut vraiment regarder la personne dans sa globalité. Troisièmement, on préconise une approche intégrative qui vise l'équité parce qu'on a une grande diversité dans nos populations et donc il faut penser à ça. Et finalement, d'avoir des actions concertées des institutions de première ligne et des organismes communautaires pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes. Donc, ce n'est pas tout seul qu'on va pouvoir y arriver, mais c'est en agissant ensemble qu'on peut s'entraider et améliorer la situation pour les personnes immigrantes. Alors, ça m'amène un petit peu à la préparation pré-migratoire et Jean-Bruno, justement, tu as mentionné ces deux organismes-là et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de juste aller explorer un petit peu leur site web juste pour voir de quelle façon ces organisations-là peuvent soutenir une personne immigrante. Donc, on va commencer avec Connexion et je vais juste minimiser ça. Bon, parfait. Alors, Connexion francophone, donc ça vise les personnes immigrantes francophones. Encore, je le répète, on a plusieurs communautés francophones à travers le pays, hors Québec, où la langue majoritaire est l'anglais. Donc, il faut savoir un petit peu où trouver les services en français parce que ce n'est pas évident. On ne peut pas nécessairement se balader dans la rue et s'attendre de retrouver les services en français. Il faut vraiment savoir où les chercher. Donc, ça, c'est un premier site web qui tente d'aider la personne immigrante avant qu'elle n'arrive. Et donc, les services visent évidemment le pré-départ. Ils nous expliquent un peu ce que c'est. Ils viennent nous dire aussi qu'il y a quand même des communautés et des organismes à travers le pays qui peuvent nous soutenir. Donc, on peut quand même explorer dans plusieurs régions canadiennes. La Connexion offre aussi des sessions d'information, soit en personne ou en ligne. Donc, pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile de le faire en personne si vous habitez au Maroc, parce qu'ils ont un bureau au Maroc. Mais autrement, probablement en ligne, ça serait mieux. Ils ont tout un calendrier de sessions et de webinaires. Évidemment, ils ont plusieurs personnes qui travaillent, qui sont conseillées, donc avec qui on peut communiquer. Une foire virtuelle de l'emploi qui arrive bientôt, je pense, oui, en novembre, le 24 novembre. Donc, c'est l'occasion là de rencontrer des immigrants professionnels francophones et des employeurs à travers le pays pour voir qu'est-ce qu'il y a comme offre d'emploi, quelles sont les astuces pour décrocher un poste, etc. Comment déposer un CV, etc. Alors, des informations essentielles à avoir avant de partir. Comme je disais, ils ont des webinaires pour mieux préparer votre arrivée. On s'inscrit, on a toute une série. Ils ont des témoignages également. Et les partenaires, on va retrouver le relais francophone ici de la Colombie-Britannique. Mais sachez qu'il y en a de ces organismes, il y en a dans pratiquement toutes les provinces. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ici, dans Découvrir Connexion francophone, la francophonie dans les provinces canadiennes. Alors, si vous n'êtes pas trop certain de dans quel bout du pays vous voulez aller, il faut savoir qu'il y a des communautés francophones à travers le Canada, dans toutes les provinces, les territoires.
Et donc, cette petite page web-là nous permet d'explorer un petit peu, de faire un voyage qui ne coûte rien. Parce qu'essentiellement, les communautés francophones sont indiquées ici par des petites bulles orangées ou grises. Alors, on voit que dans l'est du pays, au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui est une province officiellement bilingue, où à peu près un tiers de la population est francophone, évidemment, il y aura plus de communautés francophones dans ce bout-là du pays. Mais n'empêche qu'en Colombie-Britannique, il y a quand même plusieurs villes. Je vais juste cliquer sur Prince-Georges juste pour se donner une idée. Alors, à ce moment-là, on nous offre une fiche avec une belle photo et des faits intéressants sur sur la ville comme telle, sur Prince-Georges. Donc, de quoi ça a l'air en fait francophonie, un peu l'historique, la vie en français, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des services de santé, des services culturels, les médias, etc. Et enfin, le volet immigration, donc l'emploi, sur les établissements et les organisations communautaires francophones. Donc, c'est quand même une bonne source d'information si on s'intéresse à une de ces communautés-là. Alors, c'était juste pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y avait par rapport à découvrir la francophonie canadienne. Je vais retourner à mon voilà. Alors là, j'aimerais juste aller au relais francophone de la Colombie-Britannique. Je trouve que le site web est vraiment bien organisé dans le sens où il passe à travers des différentes étapes, plus ou moins dans un ordre où est-ce ça ferait de l'allure de suivre avant de quitter son pays pour arriver au Canada. Et donc, on vous laisse le choix, dépendant de votre statut. Alors, c'est tant pour les personnes qui sont résidentes et peut-être qui veulent chercher à aider une personne immigrante. Mais moi, je veux partir du bout de quelqu'un qui est intéressé par l'immigration au Canada et qui veut s'informer. Alors, il y a des ressources et des organismes, mais quelques éléments intéressants que j'ai trouvés, c'est par exemple par rapport à l'emploi. Il y a plusieurs sites web ici qui peuvent vous aider. Mais un site web qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'annuaire des services francophones de la Colombie-Britannique. Et je mets le doigt là-dessus un petit peu parce que souvent, les services existent, mais on ne sait pas où et comment les retrouver. Donc, des annuaires de services en français, il y en a dans pratiquement toutes les provinces. Il s'agit de trouver le moyen de les retrouver. Et là, vous cliquez pourquoi vous cherchez. Une école ou bien un dentiste ou bien un optométriste, comme vous voulez. Et là, cet outil-là vous permet d'en retrouver un qui est en mesure d'offrir des services en français. Donc, l'annuaire des services, c'est la clé pour trouver toute chose francophone. Oups, je suis allée trop loin. C'est pas grave. Et ensuite de ça, comme je disais, c'est les thèmes incontournables à votre installation et établissement en Colombie-Britannique. Alors, ça peut aller avant votre départ. C'est quoi? Je pense qu'on va aller... Hop là. Je vais juste... Oui, c'est ça. Alors, avant votre départ, il y a un petit chiffre là, qui dit un petit peu dans quel ordre qu'on devrait assimiler ces conseils-là et voir à s'organiser pour notre départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaître un peu la ville, chercher un petit peu des opportunités d'emploi, les démarches d'installation, alors d'avoir les documents officiels dont on a besoin, qui soient traduits en anglais pour qu'ils soient bien compris une fois rendus au Canada. Des choses comme des certificats de mariage, des diplômes, des certificats d'université. C'est des choses qui sont plus faciles à acquérir quand vous êtes dans votre pays que d'attendre d'être rendu au Canada et ensuite de vouloir avoir accès quand on est au loin. C'est plus difficile et ça prend plus de temps. Prévoir un logement, prévoir une petite somme d'argent en dollars canadiens, pratiquer l'anglais parce que c'est incontournable, il va falloir se débrouiller un petit peu en anglais. Ensuite, les premières étapes. Alors là, c'est l'arrivée vraiment. Donc, à l'aéroport, l'accompagnement, l'accueil, où est-ce qu'on va pour le logement et les cartes essentielles pour lesquelles il faut faire demande. Donc, le numéro d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie. Où trouver les écoles pour les enfants, les écoles en français, les prestations pour les enfants, les guides de ressources et des services aux nouveaux arrivants.
principalement en Colombie-Britannique pour ce site-ci. En tout cas, je ne passerai pas à travers de tout, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment bien organisé. Banque et finances, comment on fait pour ouvrir un compte de banque, l'éducation, où trouver l'éducation, tant pour les enfants que pour soi-même, la formation continue ou bien l'apprentissage de la langue anglaise, c'est des choses qu'on peut vouloir faire une fois rendu en Colombie-Britannique. Où trouver du logement, où trouver un emploi, des choses par rapport à la vie quotidienne, le transport en commun, par exemple, ou transport en commun, les religions, le tourisme et finalement la santé. Pour moi, ça, c'est un facteur important parce que c'est mon domaine prioritaire de recherche. Comment trouver les services en français? Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a l'annuaire des services qui peut vous aider. Mais ici aussi, on a trouvé un professionnel de santé. Il y a évidemment un répertoire des spécialistes francophones. Donc, de s'informer à ce niveau-là. Les soins de santé communautaires en français, on met une liste ici de lieux où on peut trouver des informations ou des services en français. Donc, c'est des informations clés qui sont à rechercher à l'avance autant que possible parce que là, ça nous permet d'être mieux préparés pour notre arrivée. Hélène, j'arrête mon partage et puis je te cède la parole. Oui, merci beaucoup, Danielle. Je pense que tu as mis la table pour la suite. Il y a certains éléments qu'on a vus et fort intéressants qui, j'ose espérer, vont vous donner des outils comme tels. On a parlé un peu plus tôt de la résilience. Alors moi, de l'importance de la résilience personnelle dans un processus d'immigration. Alors, ma partie a surtout concerné ce volet-là. En fait, la résilience, c'est un regard qui fait vivre. Hein? Alors, au niveau, je pense, pour qu'on soit tous sur la même page, il y a plusieurs définitions, mais pour ma part, je me suis attardée à la définition de Boris Cyrulnik, qui est très médiatisé en France. C'est en fait un psychiatre de grande renommée. Et la notion de résilience en psychologie renvoie à l'ensemble des processus qui consistent pour un individu à surmonter un traumatisme psychologique afin de se reconstruire. En fait, c'est comme si, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a une forêt qui passe au feu, on y retourne quelques années plus tard et on va voir que la forêt n'est plus nécessairement la même, mais il y a des nouvelles pousses. Alors, il y a un nouveau paysage qui s'instaure. Alors, c'est comme si la résilience, c'est la capacité de l'être humain de prendre un nouveau départ à la suite d'un changement et d'un changement important. Et pour certains, l'immigration, il y a quand même une coupure. Hein? Il y a l'avant et le pendant et l'après. Et un peu, un point dont j'aimerais revenir, entre autres, c'est que pour Nelson Mandela, la résilience, c'est la capacité de se transformer. Comment on arrive dans un nouveau pays avec notre savoir, mais comment on peut moduler pour justement mieux s'adapter à cette nouvelle réalité qui n'est pas nécessairement facile. On a vu qu'il y avait quand même plusieurs défis. En fait, moi, je dirais que la résilience, c'est avant tout une affaire de famille. C'est important, lorsque vous arrivez avec vos enfants, d'instaurer les balises de la résilience chez vos enfants et non seulement chez les enfants, mais pour vous, pour les gens qui sont autour de vous. Alors, c'est tout ce qui touche la diversité des pratiques parentales basées sur leurs besoins. On a parlé de l'importance de l'école, même dans les premières semaines. C'est important que l'enfant se retrouve dans un milieu, même si c'est un milieu nouveau, mais qui côtoie d'autres enfants. C'est important d'adopter une attitude positive, une qualité des communications quand, par exemple, vous arrivez à l'école. Je pense que c'est important de ne pas se gêner et de dire « je ne comprends pas », parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le système éducatif canadien est sensiblement très différent du système d'éducation de votre milieu comme tel. Alors, c'est pour ça que c'est important
aussi d'avoir des interactions chaleureuses et bienveillantes, d'offrir un soutien émotionnel tout en démontrant beaucoup d'affection, puis dire, ben, oui, je reconnais que c'est pas facile, c'est un nouveau système, mais les gens qui vous accueillent, que ce soit entre autres en milieu scolaire ou peu importe, au sein des organismes, sont là pour vous appuyer, vous aider justement à faire ce pont-là, à vivre cette transition-là, afin de favoriser un mieux-être, non seulement pour vous, mais également pour vos enfants qui vous accompagnent. Et pour ça, je trouve ça intéressant. Et entre autres, il y a un baromètre de santé psychologique qui peut-être qui va vous aider à où vous vous situez par rapport à ce baromètre-là. Alors, le baromètre de santé psychologique, c'est un code de couleur. En fait, c'est de quelle couleur êtes-vous aujourd'hui? On a le baromètre en vert, c'est la santé. En jaune, c'est en réaction. En orange, c'est fragilisé. Et en état critique. Alors, c'est les 4 pôles comme tel. Alors, pour chacun des pôles, il y a différents signes. Je vais en relever certains. En fait, en santé, c'est quand on se sent calme, on a un sommeil réparateur, on a un bon niveau d'énergie, alors on a un bon sens de l'humour. Et pour justement favoriser, il y a quand même des stratégies. C'est important de pratiquer la pleine conscience, maintenir ces activités dans la mesure du possible. Si, par exemple, dans votre pays, prenez le temps de marcher à tous les jours, prenez le temps de marcher également à tous les jours, ici aussi. Cultiver des liens sociaux. On sait que ce n'est pas évident au début, lorsqu'on arrive dans un nouveau milieu, d'aller cogner aux portes, mais peut-être que ça va être via l'Église, entre autres, ou la communauté ethnique de votre pays, hein? Parce qu'on sait, il y a certains pays, il y a la communauté des Congolais, Maliens. Alors, ça aussi, on peut retrouver des façons de tisser des liens sociaux. En réaction, c'est surtout lorsqu'on voit que le sommeil est perturbé, on a des tensions, on a des maux de tête, on a un manque d'énergie. Alors, ce qui peut aider, c'est de ralentir le pas, hein, se reposer. Essayer d'identifier aussi c'est quoi mes difficultés là. Puis agir sur ce que vous pouvez changer. C'est certain que ce n'est pas toujours évident de changer toute la structure de l'école, mais il y a peut-être des façons où vous avez quand même une certaine marge de manœuvre. Alors, ça, je pense que le fait de les identifier, ça va vous aider aussi. Là, fragiliser, c'est lorsqu'on voit, là, on a des doutes, on a des douleurs physiques, on a de la fatigue, on a plus de colère, plus d'anxiété, plus d'irritabilité. Et alors, c'est là qu'il faut reconnaître qu'il faut agir. Donc, là, c'est d'apprendre à éliminer les tâches non essentielles. Qu'est-ce qui est important maintenant que je peux faire, qui va faire que je vais me sentir mieux? Aussi, passer du temps pour se confier à un père ou à une personne en qui on a confiance. Essayer de maintenir le contact avec ses proches aussi. Si ce n'est que par téléphone ou par Zoom avec la famille, ça peut également aider. Et en état critique, là, c'est vraiment là, avec des yeux très noirs, des excès de colère, d'incapacité à se concentrer, manque de sommeil, on est rendu épuisé. Vraiment, on a un peu une léthargie, on est comme dépassé, là. Alors là, c'est important de consulter un professionnel, de se confier à une personne de confiance, de considérer peut-être un temps d'arrêt si vous avez commencé un nouvel emploi, puis prendre contact avec vos proches parce qu'eux, ils vous connaissent vraiment. Peut-être qu'ils ont des stratégies que vous avez dans votre sac, mais là, que vous êtes tellement débordé, vous ne pouvez pas, quelle stratégie qui vous ferait du bien. Alors ça, c'est important d'être à l'affût de ces symptômes-là, puis des stratégies, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je dirais souvent, quand on trouve que c'est trop, là, alors on s'arrête ici et maintenant. Hein? Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de ralentir et dire, qu'est-ce que je peux faire là qui va me faire du bien? Est-ce que ça va te prendre un bon verre d'eau? Ça peut être aussi simple que ça.
aller m'asseoir sur les marches de la galerie, puis regarder les oiseaux passer. Ça peut être ça aussi. Je dis, il faut que ce soit des choses là, qui vont vous permettre de vous arrêter. Si ce n'est peut-être de regarder une de vos plantes, s'il faut, parler à votre plante. Si vous n'avez pas de chat ou de chien ou pas personne là, de disponible, bien, elle va pouvoir, durant vous allez mettre des mots là-dessus, ça va ventiler ou peut-être prendre un crayon ou écrire ce qui ne va pas. Il y a quand même plusieurs stratégies. Là, j'anticipe un peu, là, je vous en donne un peu, mais j'en ai d'autres. Ce sont des stratégies qui sont basées sur la gratitude, la compassion et l'émerveillement. Parce que quand on s'émerveille, on oublie. Ce n'est que de regarder le ciel bleu, regarder ou prendre le temps de se concentrer sur quelque chose pour écouter une musique. L'important, c'est de prendre son temps, à rien précipiter et ralentir le rythme. Si vous sentez que, bon, oui, là, ça presse, il faut que je me trouve un emploi, prenez du temps avant de vous sentir bien parce que à ce moment-là, ça va être plus facile également. Puis aussi, c'est important de s'accueillir ce qui est sans jugement. Par exemple, vous allez à l'école avec votre petit coco d'amour et puis là, bon, on vous donne des documents, mais oups, c'est très volumineux, il y en a beaucoup. On va peut-être dire, OK, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la première page et puis, bon, je vais voir qu'est-ce que je comprends. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, à l'école, ils vont prendre le temps de vous l'expliquer. Allez aussi vers une personne en qui vous avez confiance pour vous appuyer. Il est très important de ne pas s'isoler. Il faut chercher à comprendre ce qui vous a blessé, mais aussi lui donner du sens. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas facile aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme il y a sûrement dans cette situation-là quelque chose de positif. C'est sûr que vous avez peut-être fait le choix de changer de pays pour donner l'opportunité à vos enfants d'avoir une éducation différente et de qualité. Souvent, c'est un des motifs pour lesquels les parents décident de changer de pays. Mais je me dis à quelque part, dans les moments où c'est vraiment difficile, rappelez-vous, c'est quoi l'objectif de faire ce changement-là? C'est quoi les sources qui vous ont motivé? Puis, je pense que c'est important de donner un sens. Ce sens-là peut s'élaborer par la parole, en racontant votre histoire à quelqu'un ou par écrit. Mais l'important, c'est de mettre des mots sur vos mots parce que c'est ça qui va faire la différence, à savoir que vous allez être capable, à travers votre histoire, de cerner qu'est-ce qui va pouvoir vous aider comme tel. En fait, il y a 3 axes. Il y a l'affection, la réflexion et l'action pour reconstruire votre confiance en soi et votre estime de soi. Parce que c'est sûr que des fois, on peut arriver souvent à quelques portes closes avant d'avoir des retombées positives par rapport à l'emploi ou par rapport à ce qui se passe au niveau de l'école. Des fois, on se sent incompris. Je pense qu'il faut prendre le temps de dire, bon, OK, quelle stratégie que je peux prendre pour justement faciliter et favoriser mon bien-être. Aussi, il peut y avoir aussi recourir à un petit journal de progrès. Très, très simple. Ça va être comme, par exemple, d'identifier des petits gestes. Un sourire. J'ai fait un bon repas pour la famille. Je suis allée faire l'épicerie. Ici, il est important de mettre la base très basse pour débuter vraiment là, afin de cerner les progrès. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bon, ben, j'ai fait une brassée de lavage. J'ai pris le temps de plier le linge, puis je l'ai rangé. Alors, des fois, c'est des petites choses très, très simples. C'est sûr que quand on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir en situation d'immigration, mais c'est de ramener à des petites choses simples, c'est valorisant. Ah, ben, j'ai réussi à faire ça. Et je vous dirais, c'est à le notant aussi. Prendre le temps de remercier qui vous êtes et ce que vous avez. Hein, de dire, ben, je suis fière, j'ai réussi. C'est sûr, aujourd'hui, je reconnais, il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles. Mais moi, je vous dirais qu'en fin de journée, bien ça, c'est peut-être écrit un peu plus tard, là, prenez le temps d'identifier au moins 3 choses positives de votre journée. Si ce n'est que vous êtes allé marcher,
ça vous a fait du bien. Vous avez fait un sourire à une vieille dame ou vous avez ouvert la porte à quelqu'un qui avait de la difficulté, qui était en mobilité réduite. C'est des petites choses tellement simples. Ça va vous donner un certain bien-être. Et aussi, c'est important d'essayer d'identifier les formes de réconfort et de bien-être que vous pouvez offrir vous-même et à votre famille. Par exemple, aller marcher dans un parc, aller souffler des bulles de savon. Hein, on lave la vaisselle. On a tous des bulles. Ah ben, on va faire souffler des bulles, puis bon, on retrouve notre cœur d'enfant. Je vous le dis, ça aide. Bon, je vous dis, j'ai moi-même expérimenté. C'est merveilleux au point où vous avez l'impression d'être vraiment relié autour. Eh mon Dieu, je suis chanceuse. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aujourd'hui, puis bon, oui, on va trouver une solution. Elle n'arrivera peut-être pas tout de suite, la solution, là, mais vous cheminez, il y a un cheminement qui se fait. Et moi, je vous dirais, là, c'est la théorie des petits pas. C'est un petit pas à la fois. C'est pas de dire, ben là, il faut que je sois rendu là, il faut absolument que j'ai un emploi au mois de décembre. On verra. Aujourd'hui, j'ai fait une démarche, j'ai regardé mon CV, j'ai communiqué avec un organisme, j'ai parlé avec quelqu'un de relais, j'ai parlé, j'ai communiqué, j'ai regardé sur le site web de Réseau Santé pour savoir exactement. C'est des petits morceaux comme ça. Moi, je pense que aussi, c'est vivre des expériences de 30 secondes, juste 30 secondes, c'est pas long, là. Vous vous asseyez puis vous regardez, par exemple, je sais pas, un arbre, le mouvement des feuilles, vous vous concentrez juste là-dessus pendant juste 30 secondes. Puis là, ben, ça a libéré un peu votre cerveau. Ça a fait du bien. Ah, c'est pas grand-chose. Donc, comme regarder un lever de soleil, écouter un chant d'oiseau, expérimenter des expériences positives fréquemment aide à ne pas déraper dans l'anxiété. C'est sûr que si on commence toujours à dire oui, mais c'était pas comme ça dans mon pays. Oui, je sais. Quand ça va pas, là, il y a quelque chose qui vous dérange, bloquez ce temps-là dans votre journée. Ça peut être sur l'heure du dîner. Là, je me donne 10 minutes à penser à ce qui ne marche pas, que ça me tracasse. Ces 10 minutes-là, c'est concentré là-dessus. Mais c'est qu'avant ces 10 minutes-là, vous essayez de vaguer à vos occupations. Donc, en ayant ce bloc-là de 10 minutes, je donne 10 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 minutes, auquel que là, vous vous ruminez, puis ah, c'est vrai, ça va pas bien, oh, j'aimerais ça que ça aille mieux, puis comment ça se fait, ce dossier-là, ça n'avance pas. Bon. Là, quand votre 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes est passé, vous refermez ça, puis là, vous dites, bon, ben là, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de mettre, éplucher les patates pour le souper. Je retourne, je continue à éplucher mes patates. C'est tout. Mais je pense que des fois, aussi, le fait d'être occupé mentalement, ça aide aussi. Dire, ben, écoute, je vais appeler une amie au pays, je vais prendre de ses nouvelles. Je peux vous donner un exemple. La semaine passée, c'est aussi simple que, par hasard, j'ai eu un numéro de téléphone inconnu. Ben, j'ai dit, je vais rappeler, parce que c'est peut-être quelqu'un de très important. Je suis tombée sur une vieille madame âgée, à 88 ans, qui recevait constamment des téléphones, puis que là, elle était vraiment très anxieuse d'avoir des numéros de téléphone de gens de partout. Alors moi, j'ai pris le temps, j'étais très, très occupée, mais je me suis dit à moi-même, ça va être ma bonne action. J'ai pris le temps de parler avec la madame, savoir est-ce qu'elle avait un réseau, est-ce qu'elle avait des enfants qui pouvaient veiller à ce que son téléphone soit réparé, parce qu'elle avait 88 ans, la madame. J'ai vérifié tout ça, elle m'a même donné le numéro de son fils. Bon, ben, c'est parfait, elle m'a donné son numéro de téléphone. Et le lendemain, j'ai fait un suivi pour savoir comment elle allait et j'ai appelé aussi son fils pour lui dire que j'avais pris le temps de lui parler et que, oui, je suis au Manitoba, c'est une madame du Québec, et que je voulais juste m'assurer s'il y avait eu des démarches pour qu'elle vive ce problème-là. Alors, ça a pris peut-être quelques minutes, mais je l'avoue, franchement, j'étais très étonnée. J'ai eu un rappel sur mon répondeur du fils me disant, écoutez, on est tellement heureux de voir qu'il y a quelqu'un d'une autre province qui a pris le temps de lui parler. Puis je vais vous dire honnêtement, moi, là, ça m'a fait du bien de lui parler à cette dame-là qui était vraiment très anxieuse de la situation. Le soir, je me suis dit, bon, ben, j'ai fait une bonne action. Peu importe, la madame me chantait, peut-être pour faire mes interventions, elle avait besoin de parler, là.
ça lui a fait du bien. Mais moi aussi, ça m'a fait du bien parce que moi, j'étais dans un dossier où j'avais les cheveux drette sur la tête. Mais ce temps-là, je vais vous dire, c'était un beau moment de ma semaine, une belle anecdote. Je me dis, bon, ben, ça a fait ma fin de semaine aussi. Alors, tu sais, on a plein d'opportunités, il suffit de les saisir. Comme vous voyez, hein, je suis un peu passionnée par mon sujet. Aussi, je pense qu'il faut percevoir les petits plaisirs de la vie quotidienne. Bon, ben là, je viens de vous en donner un exemple. C'est très simple. Se situer dans le ici et maintenant. Je pense que ça, c'est important. Et quand on vit aussi des moments difficiles, moi, je dirais aussi qu'il y a quatre remèdes aussi. Bon, c'est pas là, mais je vais vous le rajouter. Le silence. Des fois, dans le silence, ça fait du bien. On se dit, bon, OK, je me pose. Prenez le temps de vous poser. Écoutez une musique. Ça peut être une musique de votre pays qui vous faisait du bien. Se donner du temps, se donner de l'espace, comme ça, je l'ai mentionné aussi. Prendre le temps de se centrer aussi autant sur le bon, le beau et le bien. Je dirais aussi peut-être une bonne marche dans la nature, parce que je sais que la Colombie-Britannique, c'est vraiment très beau, mais dans toutes les provinces canadiennes, on a des espaces verts, même en milieu urbain. Et je pense que ça vaut la peine de les découvrir parce que ça peut être apaisant. On peut trouver un parc pas loin de chez soi, qu'on peut y aller. On a l'impression de dire, ben, hein, la vie va continuer, c'est juste qu'il faut que je me donne du temps. Et je pense aussi un autre point, c'est d'instaurer un plan d'apaisement par la mise en place de micro-résolutions. Quand je parle de micro-résolutions, c'est des petites choses. Je vais vous donner un exemple. Bon, c'est sûr que là, vous avez, par exemple, un nouvel appartement, puis là, il y a plein de choses un peu partout. Puis là, ben, vous cherchez toujours vos clés, parce que là, maintenant, ça prend une clé pour barrer, débarrer. Peut-être que c'est une question de sécurité. Alors, là, vous cherchez toujours vos clés. Moi, je vous dirais, comme micro-résolution pour ça, ce serait peut-être de mettre un petit crochet à côté de la porte d'entrée. Et quand vous arrivez, vous mettez vos clés là. Alors, c'est sûr, ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais au moins, vous ne serez pas anxieux de savoir où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes clés. Alors, ça, on appelle ça une micro-résolution. Alors là, au bout de 3 semaines, vos clés vont être là. Vous savez, quand vous rentrez, vous déposez vos clés. Quand vous sortez, vous savez que c'est le petit crochet. Alors, prenez vos clés. Et ça, là, ça peut aider à réduire le stress. Ou ça peut être, là, je vous donne un exemple banal, mais ça peut être autre chose qui peut être une micro-résolution. La seule chose que je conseillerais, c'est vraiment une à la fois, pas 3, 4 en même temps, là, parce que là, vous risquez de vous mêler, puis ça devient plus une source d'anxiété. L'autre chose aussi, c'est de valoriser les activités physiques. Marcher, danser, jouer dehors avec les enfants. Surtout en hiver, là, faire des bonhommes de neige, c'est agréable. Par contre, il faut être bien habillé. Mais ça peut juste bouger puis dire, ben, on se met une musique là, de notre pays, on danse, puis ça fait du bien. Bouger. Ça peut être un autre sport aussi, mais il faut que ce soit un sport qui est facile et qui ne demande pas tout un équipement. C'est sûr que peut-être que vous avez toujours rêvé de jouer au hockey, mais là, avant de jouer au hockey, il faut savoir patiner. Alors, peut-être attendre pour apprendre à trouver des patins, se pratiquer, puis après, ben, quand vous ne serez pas pire, peut-être trouver une ligne de garage pour jouer au hockey. Mais, je veux dire, il y a des sports que c'est simple, comme dans toutes les provinces, dans les piscines, ils ont des espaces de temps où c'est gratuit. Alors, vous avez juste à apporter votre maillot de bain, votre serviette de bain, puis let's go! Et vos gougounes, là, parce que c'est une question pour votre santé. Là, allez-y, il y a quand même des blocs de 2 heures. Regardez l'horaire, puis il y a moyen de trouver un temps, puis ça, une piscine, c'est bien. Ça fait bouger tout le corps. À ce moment-là, vous n'avez pas de frais, puis vous pouvez mettre ça dans votre horaire. Il y a sûrement des possibilités là, de trouver des activités aussi communautaires. Ça peut être la popote roulante. Si vous aimez cuisiner, peut-être se joindre à un groupe.
Et vous cuisinez pour d'autres. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire qui vont nous permettre de s'intégrer au niveau de la communauté. Là, je vais vous laisser sur un très beau poème que j'ai trouvé récemment. Et puis, je vais prendre le temps de vous le lire. Je trouve que c'est un poème d'espoir. On a besoin d'espoir quand on vit des chambardements. Il faut se donner du temps. Il ne faut pas penser qu'on va être adapté en dedans d'une semaine, 2 semaines. Ça prendra le temps nécessaire, mais c'est important d'aller chercher des ressources, des gens autour de soi et dire, ben écoute, est-ce que ça répond à mes besoins aussi? Hein, parce que souvent, c'est un projet que vous avez mûri. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous avez décidé, bon, OK, je prends l'avion demain et puis je pars. Je pense qu'il faut essayer de revenir aux sources. Qu'est-ce qui vous a motivé dans les moments où vous êtes le plus découragé? Puis dites-vous, quand on est très découragé, c'est que ce moment-là, ça ne perdurera pas. Des fois, c'est un moment, des fois, ça s'étire un petit peu, là. Mais je pense qu'il faut garder espoir. C'est là mon poème. Alors, la nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je l'ai dit, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir accompli, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. C'est un poème de Paul Éluard, extrait d'un recueil derniers poèmes d'amour. Alors, j'espère que je vous ai donné un peu quelques ressources. Et il n'y a pas de recette miracle. Je pense que l'important, c'est de trouver celle qui nous fait vraiment du bien. Je sais qu'il y a des lignes d'écoute aussi. Malheureusement, il n'y en a pas peut-être pas au Québec, en Colombie-Britannique, en français, mais au Québec, il y a des lignes d'écoute qui sont pan-canadiennes. Ça, c'est important. Puis, bon, c'est vrai, je suis originaire du Québec, mais il y a possibilité, peu importe la problématique, que ce soit des idées très sombres, de prendre sa vie d'une ligne pan-canadienne, que ce soit au niveau de la violence conjugale, d'une ligne pan-canadienne, la violence sexuelle, c'est aussi une ligne pan-canadienne. Vous allez avoir les services en français, ils ont les services aussi bilingues. Les Français, ils ont vraiment, je vais vous avouer, il y a des lignes aussi pour le deuil, aussi au Québec, qui répondent au pan-canadien. Bon, il y a aussi, bon, par rapport à la santé, il y en a au niveau de votre province, mais je pense que ça, c'est important que les réseaux, comme Réseau Santé, que vous ayez ces listes de numéros de téléphone-là au Québec qui prennent les appels. Parce qu'il y en a. Je vous le dis, il y en a qui sont, habituellement, les gens sont très qualifiés. C'est des gens qui ont une formation universitaire, là. Qui répondent à surtout les lignes, là, comme je dis, de deuil, violence conjugale, violence sexuelle. Bien, ça aussi, il y a des gens spécialisés. Alors, ça, c'est important. Il ne faut pas hésiter. Puis, si jamais la personne où vous cognez n'a pas la ressource, moi, je me dirais quelque part, si elle n'a pas la ressource, je dirais que c'est son devoir à elle également de s'informer pour vous fournir la ressource. C'est ce que je pense. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup. C'était fort agréable de partager ce moment-là avec vous. Puis, on va vous souhaiter d'heureux moments. Merci beaucoup.